Jean-Marc Jean-Marc, allez viens, on rentre à la maison. Et arrête de rêver un peu. Un rêve peut devenir obsédant et nous mettre dans une obligation de le réaliser. Et j'en ai fait des rêves d'aventure qui m'ont amené déjà très loin. Dernièrement, c'est la mer qui s'est réveillée dans mon sommeil. L'histoire nous apprend que les Basques sont attirés par la montagne ou par la mer. La mer les conduisant vers la pêche au grand large ou vers les migrations. Après avoir vu ce qu'il y a derrière les dunes des déserts, je veux simplement voir ce qu'il y a derrière les vagues. L'autre côté de l'horizon. Si j'ai choisi de faire la traversée de l'Atlantique en solitaire, à la rame, sans assistance, c'est que je n'ai pas trouvé un autre moyen plus élémentaire, plus simple, ne comportant aucune aide motrice. D'emblée, je veux me positionner du côté des aventuriers. Et un peu des inconscients. Et pourtant, j'ai vraiment préparé cette traversée. J'ai réfléchi aux aléas. J'ai lu ceux qui m'ont précédé. J'ai écouté les expérimentés, mes amis, sans oublier les recommandations de ma femme, de ma fille. À de nombreuses reprises, les faits vont me prouver que je n'ai pas toujours bien écouté. Alors, tout s'enchaîne. On récupère le bateau, abandonné dans un champ depuis 2 ans. Il faudra une année complète, avec une équipe d'amis, pour le remettre à neuf. Le bateau, rien que du bonheur, a été construit par un passionné pour qu'il puisse combler les rêves de tout un chacun désirant traverser les océans. Taillé spécialement pour cette aventure, c'est le seul type de navire dispensé de radeaux de survie. D'où l'impérieuse nécessité de vérifier son étanchéité et de maîtriser la technique chavirage-retournement. Le retournement marin à l'extérieur est aisé tant que le bateau est bien équilibré. Un bon bras de levier avec la sangle et il revient tout seul. Mais quand le marin se retrouve à l'intérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Le bateau ne se redresse pas spontanément. Seuls les efforts du skipper le remettra à flot, en utilisant la technique du hamster. Dans sa cabine, le skipper allongé roule d'un côté sur l'autre pour amplifier progressivement un roulis jusqu'à ce que le bateau se retrouve à plat. La manœuvre doit être rapide. Les efforts du marin réduisent vite la quantité d'oxygène dans cette cabine bien étanche. Bravo Jean-Marc! Le besoin d'air devient vite très aigu. Vite, de l'air, de l'air, de l'air. On ose imaginer une telle situation en pleine mer. Avant de faire cet exercice, tu as peur. Une fois bien exercé, tu comprends alors qu'il faut absolument éviter de chavirer. Bravo Jean-Marc! La qualité de la préparation des essais sera validée par le clan des rameurs d'océan. Ce clan d'une 50aine de marins est présidé par un personnage, Jean-Pierre Abold, déjà détenteur d'une traversée et qui en prépare une seconde. Une gueule de flibustier, une gueule de marin.
Mais ce type, c'est aussi autre chose. Un artiste peintre et un orateur de grande classe. Il sera le routeur de Jean-Marc. C'est lui qui va le guider durant toute cette aventure, de la préparation du bateau au guidage quotidien durant toute la traversée. C'est sur lui que tout repose pour rallier la Martinique, et il le fera bien. Novembre 2020. Bientôt les alizés vont se gonfler. C'est donc le bon moment pour se positionner à l'endroit du largage. Ce point se trouve sur l'archipel des Canaries, lieu de départ de tous les voiliers qui veulent traverser l'Atlantique à cette époque. L'équipe prend la route vers Cadiz, au sud de l'Espagne, pour embarquer sur le ferry menant à Tenerife. 40 heures de mer, de répit, de détente. Mais bien évidemment, toujours à l'affût de conseils avisés. No, I think people do it themselves. Un deuxième ferry entre Tenerife et l'île de Hierro, l'île la plus septentrionale des Canaries. L'équipe s'installe à la Restinga. Ce sera le dernier morceau de terre avant l'immensité de l'océan. À l'ouest, 4500 km d'eau nous séparent de l'arc antillais. La Restinga est aussi l'une des portes d'entrée pour les migrants arrivant des côtes africaines. Un étrange sentiment nous rattrape à chaque arrivée de ces barques surchargées. Non, vendredi soir, Carne Festa. Et où? Préparation, les derniers Mais où débriefings Où? chez Alex. Toujours chez lui. Oui, on est une Non, mais- dizaine parce qu'il est conseiller technique, météo et tout. D'accord, On va ok. Non, De te rajouter des indicateurs pour les batteries, tu saches exact, de simplifier les indicateurs batterie pour que tu puisses voir constamment, en fin de compte, séparément chaque batterie sans avoir de manipulation à faire, quoi. D'accord. Donc Ok. là, tu vas à mon bien là maintenant. Hein. Je vais mettre une ligne de vie. D'accord. Quand tu ailles vers l'avant, que tu puisses t'accrocher. D'accord. Mettre le mousqueton. Parce que tu en as une au milieu là, dans le cockpit. Bon, tu vas pas aller fréquemment à l'avant, mais en cas où. Dans 10 minutes, on met le bateau à l'eau. T'es Ouais. prêt, toi? Tout est rangé? Eh oui. Bah quasiment en fait quoi. Attends, Jeu de 3. sinon- Ouais, jour 2. J'ai trois Jour 2, bricoles à le mettre bateau dedans, et est. Bon, ben, on va dire que c'est rangé. En collaboration avec Michel Melnet, routeur et météorologue professionnel, JP annonce la date. Le 13 décembre. Le couperet pointe le bout de sa lame. Ça y est, la concrétisation ultime.
curieux ce mélange de sentiments qui m'envahit. Ce dimanche a un goût particulier en attendant l'heure du départ. Dernier café au bar, derniers achats, dernier coup de fil déchirant aux proches et dernier regard et embrassade sur le quai. Les amarres sont larguées et c'est remorqué que l'embarcation quitte la terre. Pour combien de temps? Va-t-il revenir? Ce morceau de mer ne serait-il pas, peut-être le Styx, ce fleuve des enfers de la mythologie grecque, passage entre les vivants et les morts? En attendant, c'est parti. Plus de marche arrière. C'est le début de cet exceptionnel rite initiatique. Le cordon ombilical est largué à quelques milles nautiques du port. Cap au sud-ouest pour Jean-Marc Dupont. 87 jours pour rallier la terre promise, la Martinique, située au bout d'un terrain maritime inconnu. Il y aura vraisemblablement débat. Ils seront rapidement compensés par des moments divins. Bienvenue sur la planète mer. Tout le monde est avec toi. Ouais. Ouais. Allez, premier coup de rame de Jean-Marc. Allez, garde le cap. Lors des premiers jours, la mer est belle. On va s'amariner progressivement. C'est le moment de bien s'assurer de la place des objets dans tous les compartiments, de procéder aux différents réglages et aussi s'habituer à manipuler les GPS, communications et appareils électriques. Heureusement, la routine est bien mise en place. Le vent vient subitement de modifier la mer. Elle devient forte. Une houle de 3 mètres bouscule le bateau de tous les côtés. Les genoux, les coudes et les épaules encaissent les chocs. Anticiper les embardées et accompagner les mouvements du bateau doivent vite devenir une seconde nature. Malgré cela, le bateau s'est couché presque à passer sur le toit, entraînant Jean-Marc dans une pirouette incontrôlée. Par miracle, le bateau est revenu spontanément à l'endroit. Les séances de rééducation vestibulaire sont-elles efficaces? Toujours est-il que Jean-Marc est passé à côté du mal de mer. Malheureusement, elle n'épargne pas la bonne dose de peur qui l'a agrippé au début. Cette peur est en fait un bon garde-fou qui invite à ne pas enfreindre les précautions de sécurité. 21 décembre, 524 km parcourus. Bonjour à tous, c'est Jean-Marc, évidemment au milieu de l'Atlantique. Donc nous sommes à la veille de Noël et ça fait 24 heures que je prends cher en fait. Au début j'ai pris une pétole hier matin qui m'a fait vraiment du bien. Je suis presque baigné, j'ai profité pour nettoyer le bateau, ranger, faire quelques photos, vidéos, prendre du bon temps un petit peu. Et puis ça m'a permis de ramer plein sud pour revenir sur la trajectoire idéale donnée par JP. Et en fin de soirée, lorsque je suis arrivé après 7 heures de navigation,
lorsque j'ai fait un peu de répit, je me suis rendu compte qu'en fait le bateau commençait à dériver vers le nord. Alors je me suis dit, c'est pas possible quoi. Et en fait, tout le gain que j'ai accumulé dans la journée d'hier a été complètement éliminé ce matin. Cette nuit, ça a été la folie. Les instruments GPS m'ont envoyé dans des situations impossibles, inimaginables. En fait, je n'avais plus aucune réalité de la situation. Jusqu'à que je trouve une solution ce matin. Je ne vous parle pas des problèmes de safran que j'ai eu. Hein. Le système qu'on avait mis en place a explosé en fait en plein vol. J'ai dû passer 2 heures dans la nuit à le démonter, aller jusqu'à l'arrière du bateau, imaginez avec les vagues. Et j'ai passé une nuit blanche jusqu'aux nouvelles de ce matin. Jean-Pierre m'a annoncé qu'effectivement il y avait une espèce de petite dépression qui nous faisait tourner en rond quoi en fait. Donc on prenait du vent du sud qui nous amenait au nord, ce que je paye encore aujourd'hui là quoi. Hein. Là le GPS m'annonce que je dérive au nord, donc j'ai mis une ancre flottante. Il m'annonce aussi que j'aurai demain à nouveau du nord, par contre qui va me ramener au sud-sud-ouest, donc ça peut m'aider. Pour après avoir du nord-est qui va essayer de me ramener en trajectoire. Mais j'ai une problématique, c'est que je suis encore trop nord, j'arrive pas à descendre. J'ai ce fameux 25e parallèle qui veut pas me lâcher quoi. Et ça me fout le moral dans les chaussettes quoi. Donc mais je lâche rien. Mais c'est compliqué pour moi à gérer quoi. J'avoue que là j'ai pris une tarte de chez Tarte inimaginable quoi. Et c'est cette nuit au délire d'abandonner et d'être secouru tellement on était parti à la catastrophe. Je crois que mon ami Y Soudé est exactement dans la même situation que moi quoi. Il tourne en rond quoi. Voilà, en plus il se rapproche de moi parce que lui il rame, moi je suis fatigué, je suis exténué. Hier j'ai ramé toute la journée, ça m'a épuisé. Bon voilà pour les nouvelles du jour quoi. Demain c'est Noël, j'espère que... Non, aujourd'hui c'est Noël, c'est 24, pardon, je suis trompé, je suis décalé d'une journée. Voilà, ce soir le réveillon je le fais plus tard. On est le 25 décembre, donc joyeux Noël à tous et à toutes. Moi je me suis fait une nuit encore blanche avec des tours de veille toutes les 2 heures là. Pour où c'est que j'allais. J'ai une notion de géographie, mais alors là j'avais perdu mon latin entre le nord magnétique, le nord géographique et ainsi de suite. Donc les filles du Cap Woman ou de Drop, vous devez assez rigoler quand vous aurez cette vidéo. Alors maintenant je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé quoi en fait. Regardez. Je sais pas si vous le voyez. Là j'ai fini les mélos là qui nous ont empêché d'aller nous balader. On ne voit pas bien quoi en fait. Je suis en train de faire un grand cercle et je suis en train de revenir à ce qu'on appelle les waypoints. Les waypoints c'est des sigles, voilà, qui apparaissent ici. Waypoint 5, 6, 7, 8. Et en fait je suis en train de remonter au waypoint 8 pardon. Voilà. Et voilà, petit matin sur l'Atlantique. Je gère pendant une semaine sans vent, sans rien du tout. Donc voilà, là on est le 29 décembre je crois. Voilà, ça fait 3 jours que je suis sorti des zones qui me remontaient au nord, mais j'avance pas quoi. Voilà, mais bon en attendant, petit 360 sur l'Atlantique. Hein. Bon voilà, écoute ce matin, je rame. Dimanche 2 janvier, donc je fais la grasse matinée aujourd'hui parce que depuis hier j'ai encore pris une mauvaise pioche au niveau de mon jeu sur la traversée de l'Atlantique. J'ai inventé un jeu qui s'appelle la carte au trésor sur l'Atlantique et donc j'ai tiré une mauvaise pioche. Ça fait que depuis hier midi j'avais compris que dès que je ramais en fait je redescendais systématiquement quand je ramais et dès que j'arrêtais je remontais systématiquement bien au-delà au nord de ce que j'avais fait. Donc peine perdue à partir de midi où je me suis dit va te coucher, fais la sieste et je suis remonté comme ça toute la nuit et le vent qui était sud-est est passé sud. C'était ma prémonition quoi en fait hein, et confirmé par JP mon routeur. Et donc là je remonte quoi, voilà, je remonte pendant 72 heures au minimum. Donc tout le travail fait depuis 4 jours, allez, on raye et tout ça et on attend. Dans la joie, la bonne humeur, en espérant que, comme le JP me le dit, mon routeur, dans 72 heures, l'Alizé se mette en place, quoi, afin de pouvoir attaquer notre voyage. Parce que là, ça fait quand même maintenant sur 21 jours.
je peux enlever 10 jours de merde, pour parler poliment, hein, pardonnez-moi l'expression. Voilà, bah écoutez, en attendant, je vous souhaite un bon dimanche, tous mes voeux, et puis j'embrasse ma petite famille, ma petite maman, et puis vous tous, mes amis. Un marin subissant les aléas de la navigation n'abandonne pas son navire. Quel que soit l'état de la mer, il reste lié au bateau, c'est-à-dire réellement attaché. Une chute doit rester une péripétie, et bien évidemment, jamais une destination finale. Bonjour à tous, on est mardi 11 janvier. Voilà, j'ai pris la première frayeur de ma vie, je suis un peu touché. J'ai failli passer par-dessus bord, j'ai failli chavirer avec le bateau, j'étais dehors et je n'étais pas attaché évidemment. Et j'ai pris une tarte là. Donc premier avertissement et c'est le bon quoi. Voilà, je suis un peu touché, je viens de rentrer là. Et je me suis vraiment fait très peur quoi. Et bon, mais voilà. Donc c'est bon, j'ai compris la leçon, je m'attache maintenant. Bonjour, on est le 20 janvier, voilà, donc j'avance un petit peu depuis 2 jours quand même, j'arrive à avancer relativement bien. Donc aujourd'hui là je suis à 2 nœuds 5 en moyenne, donc je rame pas en fait ce matin là, j'ai fait la bricole mécanique. Et comme pour moi c'est un jour sympathique parce qu'il fait beau et parce que enfin j'avance un petit peu et je vois une échéance. Donc l'échéance ça va pas être avant mi-mars quoi, faut pas rêver quoi, hein. Voilà. Et puis bon, aujourd'hui je me fais mon petit Noël, voilà, et je pense à mes 2 petites filles, Popo et Cricri, 2 petites femmes d'amour qui m'ont offert ça. La maintenance, c'est parfois barbant, mais incontournable si l'on veut durer. Elle se fait sur un rythme régulier, en évitant de la reporter au lendemain, sauf bien sûr par gros temps. Elle porte essentiellement sur le gouvernail, la dérive avant, les antennes et l'ensemble du système électrique. Cet entretien régulier n'empêchera pas de voir 7 des 8 prises USB tomber en panne successivement. Une seule restera en état de marche jusqu'au terme. Un départ de feu au niveau des condensateurs aurait pu faire tout brûler si Jean-Marc n'avait pas écouté son instinct. Même à bord, il y a la lessive à faire, le rangement. Tout doit retrouver la place fixée lors des préparatifs. Jean-Marc s'est exercé à mémoriser leur emplacement, à parier sur le contenu des boîtes et des sacs, jusqu'à ne plus se tromper. Son naturel désordonné est revenu au galop. Au bout de 2 jours, c'est déjà le bazar, il ne remet rien en place. Le temps l'a obligé à modifier ce travers. Bonjour, on est le samedi 30 janvier. Voilà, il est 2-3 heures de l'après-midi, je vais aller ramer. Ça fait 2 jours qu'il y a pas mal de vent, mais je fais aucun kilomètre. Par exemple, hier j'ai ramé 7 heures et j'ai fait à peine 49 km. Donc aujourd'hui je pense que ça va être la même chose. Voilà, donc là il faut quand même aller ramer. Donc actuellement c'est 7 heures par jour, les horaires c'est en UTC, c'est-à-dire qu'à votre horaire je rame de 10h15 du matin à 1h de l'après-midi. Et après toutes les 2 heures en fait. Voilà. Jusqu'à 9h du soir. Ramer est une grosse occupation. C'est un élément de la marche en avant. Le rameur est assis pratiquement au ras de l'eau, sur le chariot coulissant, le banc de nage, les fessiers protégés par un bon coussin anti-escar. Les ampoules sur les mains sont vite remplacées par de la corne bien solide. À
l'inverse, les genoux, les tibias reçoivent des coups. Le passage des rames leur est très proche. Et vite, ses jambes sont méchamment endolories. En sang. La rame s'articule sur le plat-bord du bateau par des dames de nage. Ces rotules métalliques permettent de transmettre les forces et de propulser le bateau. Le rameur se trouve face à l'arrière de son bateau, pour tirer sur les rames lors du temps actif, et d'être dans cette situation bien plus puissant. Assis pratiquement au ras de l'eau, il en résulte des douches balancées par les vagues déferlantes qui se brisent sur la coque. Ces contacts parfois très agressifs, dangereux, peuvent compromettre la stabilité. Il faut être vigilant et guider le bateau pour que la vague ne le frappe pas sur le flanc. Après avoir subi des positions délicates, proches du retournement, le bon positionnement devient une attitude réflexe qui, vite, ne demandera plus une intense réflexion. C'est comme ça que le skipper et le bateau se sentent bien. Les rames sont relativement légères, en fibre de carbone très solides. Toutefois, elles peuvent se briser, en particulier lorsque la pelle, son extrémité, se fait prendre par une vague mal jugée. Les vagues cassantes, liées au vent, peuvent interdire le maniement des avirons. Le rythme de nage est le plus régulier possible, calé sur la respiration pour ne pas mettre à mal l'endurance. Finalement, une préparation physique est-elle indispensable pour faire face à la mer ? La base du bonhomme, c'est un personnage bien inhabituel, possédé par sa passion de la nature et du défi physique. Par le monde, il part vaincre des sommets, des déserts. Un grave accident l'a contraint à éviter certains chemins. Il a donc parcouru les autres. Le mental était déjà donc spontanément préparé. Souffrir de l'humidité, des coups à répétition, des irritations liées au siège de rames coulissant, aux plis des tissus, souffrir des torsions du corps lors des mouvements de rame, s'adapter à un espace réduit, le contraignant à vivre courbé, tordu, représentait une somme d'agacement qu'il fallait absorber, donnant la tonalité de la journée, déterminant ainsi l'envie ou le courage de manger, de se tenir propre, de faire la maintenance, voire de prendre un livre, d'écouter de la musique. Certains jours, il se posera cette question. Suis-je un zombie ? Suis-je un battant ? Toujours est-il qu'aucune journée ne ressemblera à une autre. S'engager sur la mer avec un bateau à rame suppose la maîtrise des vents et des courants. Ce sont les principales forces qui propulsent l'embarcation. L'action des rames intervient surtout dans le maintien du cap. Les vents et courants sont suivis par les spécialistes de la météo, qui renseignent en permanence les supports informatiques du monde entier. Le routeur, en l'occurrence Jean-Pierre Abold, analyse sur ses ordinateurs la force, la direction de ces deux énergies. Il en détermine la meilleure route. Il envoie par message AJM, 2 fois par jour, la longitude et la latitude des points géographiques à suivre. Jean-Marc inscrit ses points, ou waypoints, sur son GPS. À cet instant, il connaît la route, le cap à suivre. Le gouvernail, la dérive et l'action des rames permettent de rester sur la route. Ce qui semble évident sur le papier n'est pas forcément la réalité de tous les jours. Dans l'Odyssée, Ulysse a subi aussi des vents contraires non enchanteurs. Le matériel électronique est une aide majeure à la navigation.
À côté du GPS, la balise Aguila géolocalise l'embarcation dont la progression est suivie en permanence par le routeur. Au départ, ce ne fut pas très facile de caler le bateau sur sa route. En fin de parcours, la précision fut comparable à celle des capsules Apollo. Le bateau se posait quasiment sur son waypoint. Jamais en panne, la position du soleil, la boussole feront toujours partie de l'arsenal de la navigation. La vitesse du bateau? Mettez une bouteille en mer. Elle va avancer à la vitesse des courants. Le bateau bénéficie aussi des courants. Il possède en plus une prise au vent importante qui rend le vent très actif dans son déplacement. Les temps de rame dépendent de ces deux éléments, qui sont actifs ou adverses. Si le vent et les courants sont contre, ramer est illusoire, mieux vaut se reposer. Si le vent et les courants sont dans le dos, la rame est intéressante pour aider à conserver le cap et peut être propulsive lorsqu'ils sont modérés. Si le courant est latéral et que le bateau avance en crabe, ramer du côté opposé le rapproche de la route idéale. Il est tout à fait possible de faire autant de distance pendant une bonne nuit de sommeil que lors des 12 heures de gros efforts sur les rames. Impossible de contrer les vents et les courants. On ne peut que les utiliser. Merci les alizés, présents de novembre à mars. Ils poussent vers les Antilles. Encore faut-il qu'ils ne fassent pas défaut. Les contacts avec les collaborateurs et la famille se feront essentiellement par l'intermédiaire des messages. Les contacts téléphoniques ont été rares, car les liaisons, même satellitaires, n'étaient pas bonnes, très difficiles à utiliser dans les périodes agitées. À portée de main, la balise SARSAT est celle des grandes détresses. Jetée à la mer, elle déclenche lors de son retournement une alarme continue pendant 72 heures. Celle-ci est détectée par tous les moyens de secours en mer. On a vraiment embarqué beaucoup de matériel électronique. Semblant indispensable au départ, il s'avère difficile à utiliser dans les conditions de l'espace restreint de la cabine. Tout ce matériel est alimenté par 2 panneaux solaires de 110 watts. Fin de journée, j'ai ramé 6h30. Voilà, c'est pas mal, j'ai pas envie de faire plus pour le moment. Voilà, malgré le peu de kilomètres que je fais dans la journée, ça me suffit. Ce soir, ben voilà, petite ration. Voilà, c'est des pâtes à l'italienne au soja bio, c'est vachement bon en fait. Voilà. Donc ça change effectivement des plats traditionnels de Marie-Jeanne Berréo et des frères Barala et de tous les potes là, de Toté Lopez qui m'ont fait des cèpes. Mais c'est bon, voilà ça. C'est sûr, lors de toute navigation, les repas sont essentiels. Ce sont de bons moments. 400 kilos leur sont consacrés, bien rangés dans les soutes. Il faut y ajouter les 300 litres d'eau minérale mis dans les ballasts. Le désalinisateur ne sera que très peu utilisé car très vorace en énergie et l'eau produite n'est pas vraiment excellente. Si le moral est bon, si la mer est calme, les repas seront bien préparés, bien réchauffés et au total très réconfortants. À l'inverse, un marin fatigué, une mer turbulente, c'est un repas négligé, mangé sans conviction. C'est la même chose pour la toilette. Elle peut être négligée ou revitalisante. Entretenir son corps demande beaucoup d'efforts dans un petit espace instable, où l'on reçoit beaucoup de coups. Ce qui est facile par beau temps devient très complexe par mauvais temps.
Le sommeil est déterminant, récupérateur de l'énergie et rééquilibre le mental. Une mer dure, une mauvaise progression de la navigation sont susceptibles de mettre à mal le cycle éveil-sommeil et la capacité de résilience. Les contacts avec la famille, Pauline, Christelle, les amis, sont alors une merveilleuse aide. Savoir aussi que les amis, les copains, suivent le type qui leur ressemble, on ne peut les décevoir. Allez les Basques! Chaque semaine, dans les colonnes de Sud-Ouest, Thierry Jacob relate le feuilleton maritime de Jean-Marc. Après l'annonce de son départ, il titre « Les dauphins m'accompagnent ». Alors, vous posez la question pour savoir comment on fait pour aller aux toilettes. Alors, le petit pipi, c'est naturellement dehors. Et la plus grosse commission, c'est comme ça. Regardez bien. Petit seau. Le bouquin, hein, comme tout le monde. La porte, comme tout le monde. Bonsoir, on est au mois de janvier, je ne sais plus combien on est, donc voilà, je suis en pleine dépression. Donc comme disait Jean Le Cam, le célèbre navigateur, quand on est en dépression, il faut manger du cassoulet, moi j'en ai pas. Et en fait j'ai décidé de me faire du poulet basquez de chez Maïchan Bereo, quoi, c'est elle qui me l'a fait, quoi. Alors Maïchan, je te remercie, je te fais un gros bisou parce que ça m'a remonté le moral ce soir. Je vais boire un coup de poirino avec de Fabien Birepen qui m'a offert du poirino. Et puis un coup d'Armagnac de Chian Noblia parce que ce soir j'en ai vraiment besoin. Ça fait 2 jours que je fais des kilométrages ridicules. Voilà, donc ce soir je me suis fait un Coca-Cola déjà, j'ai trouvé un Coca-Cola. Et puis voilà, donc poulet basquez de chez Maïchan Bereo, poirino de chez Fabien Birepent. Et ensuite je fais gaffe parce que ça remue, regardez, le voilà. Vous voyez. Et ensuite un Armagnac de chez Chian Noblia et après dodo. Lorsque le mauvais temps se lève, il est raisonnable de suivre un protocole bien établi. Rentrer le siège rameur, fixer solidement les avirons. Remplir à ras-bord les 4 ballastes avec le seau. Ils contiennent 300 litres, situés au point le plus bas. Ce lest augmente la stabilité, le retournement devient plus difficile. Puis, remonter la dérive. Positionnez la barre à 0. En cas de très gros temps, il est prudent d'envoyer l'ancre flottante. Elle restera attachée à l'arrière du bateau par un bout de 50 mètres. C'est maintenant le moment de rentrer dans l'habitacle et de le verrouiller solidement. Tout arrimé à l'intérieur, rien ne doit bouger. Le skipper, dans les cas les plus favorables, peut rester en position assise. Sinon, il s'allonge sur le dos. Si le bateau est trop turbulent, il se cale en chien de fusil. Puis il ne reste qu'à prier. Dans cet habitacle éclairé seulement par les lumières des voyants des batteries et de l'écran GPS. L'attention est naturellement focalisée sur le bruit des déferlantes qui arrivent, leur fracas sur la coque et l'envolée de l'arrière du bateau qui va claquer la surface de l'eau en retombant. Le claquement du gouvernail, lui aussi maltraité, s'ajoute au concert. Ce cycle se renouvelle sans cesse, lancinant, source d'une peur qui a du mal à s'estomper, même lors d'un moment de répit.
L'inquiétude perdure, attendant l'inévitable reprise du cycle infernal. Associé à des bruits de grincement, de bois d'origine bien indéterminée, cet acrobate malmené, claqué, battu, ballotté, résiste, retrouvant chaque fois son aplomb. Pendant 8 jours, j'ai cru perdre la tête. J'étais en enfer. J'ai subi vent et houle de côté. J'ai courbé l'échine face aux déferlantes, tantôt par la droite, tantôt par la gauche. Avec un bateau sans quille, ne manœuvrant pas, ce fut l'épouvante. L'angoisse permanente de chavirer m'a tordu les tripes. J'ai senti la fin proche, à chaque instant. À l'inverse, de temps à autre, le « que du bonheur » se faisait une fantaisie. Il se trouvait pris par une accélération soudaine, très sensible. Le voilà en train de surfer sur une vague à plus de 4 nœuds. C'était à ces moments-là un véritable bonheur. Ramer la nuit. Quelle belle expérience lors de la première tentative. Le ciel étoilé, l'ambiance bleu sombre sont envoûtants. Ramer la nuit n'est possible que par une soirée claire. Il est indispensable d'anticiper la houle et l'arrivée des vagues déferlantes. Elles peuvent casser une rame et aussi abîmer les genoux par un retour d'aviron. La nuit peut être favorable à un accès de nostalgie, pouvant engendrer de la mélancolie, voire une tendance négative, dépressive, poussant à s'interroger sur l'importance et la signification du moment vécu. La préparation à cette aventure nous a appris à reconnaître ces moments et à en contrer leur envahissement. Dans une situation de débordement, le recours à nos anges sur terre récupère l'individu un peu perdu pour lui redonner le bon cap. Je viens de rencontrer quelqu'un, c'est incroyable, au milieu de l'Atlantique, hein, au milieu. Voilà, regardez bien. Hop, pardon. Hop. Une aventure, certes. Des efforts, des moments de doute, oui. On y retrouve aussi des moments de certitude, des moments de joie intense, de bonheur. Les surprises du quotidien en sont la matière. Les oiseaux aiment bien accompagner les marins, que ce soit les pétrels, les frégates. L'un d'entre eux est resté mon ami, un fou de bassin. Il est tout jeune, il fut mon compagnon pendant plusieurs jours, jouant autour du bateau, pêchant à ses envies, faisant le guet sur la poupe. Il me semblait que je l'amusais. Il tendait l'oreille, il comprenait le basque. Un vrai fou. Pourquoi de bassin? Je fus triste où un matin je ne le vis plus. Ce voyage en solitaire, il le fut bien. Les rencontres furent peu nombreuses. 2 voiliers ont croisé à quelques milles sans faire attention au frêle esquif. Un cargo a filé sa route. A-t-il vu son embarcation? Pas certain. La mer a envoyé à la surface des poissons volants dont certains s'écrasaient sur le pont et un peu en dessous, dansaient des dorades coryphènes à la voilure magnifique et un bon gros requin de type longimane, un requin agressif qui peut supprimer un bras d'un coup de mâchoire. Le calme plat, c'est la pétole. Pas une ondulation, pas un souffle. Rien ne bouge. On n'avance pas. Ok, on n'avance pas. Même en le répétant,
le bateau ne fabrique aucun sillage. C'est le moment de découvrir ce que d'autres ont vécu. Jean-Marc a dévoré François Bernardini, écrivain et chanteur du groupe corse Imurvini. Le tour du monde en 80 jours, made in Monty Python. Il a écrit, pour évacuer son angoisse, toujours la peur de l'insupportable échec. Christelle a reçu du bateau plus de ses secrets intérieurs qu'en 15 ans de vie commune. La musique lui a aussi tenu la main. Laurent Voulzy, Supertramp, Rod Stewart, les Eagles ont fait danser tout ce qui peut bouger autour du bateau. Un gros bouillonnement a remué l'Atlantique. Et voilà, grosse merde, pas de vent. Je suis en E3, je vais pas pouvoir tenir des heures comme ça. Je suis en train d'être attaqué là sérieusement au niveau du moral. Arrivé en Martinique en avril, au mois de mai quoi. L'homme qui aura battu le record de longévité à la rame sur l'Atlantique. Même le mec en tonneau, il aurait fait plus vite que moi. Il y a un mec à traverser en tonneau. Il a fait plus vite que moi peut-être. Parti pour 70 jours, j'en mets 90. « 300 km, il reste 300 bornes. C'est dur, hein, c'est long. Voilà. C'est très très long. Et il fait beau là encore, ça va. Les derniers jours ont été les plus laborieux. Les waypoints difficiles à rejoindre, car un courant transversal épouvantable éloigne le bateau à la vitesse de 4 nœuds. Jean-Marc vient de faire un ultime marathon de la rame en 3 temps. Ramer une première fois pendant 96 heures, suivi d'une période de 48 heures au rythme plus soutenable. Puis, à nouveau 72 heures d'efforts continus, sans quitter le siège du rameur, nuit, jour, comme un zombie, sans éprouver la faim, la soif. Le corps ne demande rien. Il puise dans ce qu'il reste de réserve énergétique. Les géographiques données par le routeur doivent être approchées au plus près. Et donc après, j'étais plutôt dans l'angoisse de louper ces fameux waypoints. Et je faisais des veilles. En fait, je dormais 1 heure, je me réveillais, je rallumais les GPS pour voir si je dérivais pas trop, pour régler mon bateau au niveau du gouvernail, de la dérive avant, de manière à ne pas perdre trop de distance. Et puis voilà, on part dans une certaine léthargie, c'est très monotone à ce niveau-là, quoi. Voilà, mais au début, je ramais 4 à 5 heures par jour, et j'ai fini par ramer sur les 10 derniers jours. J'ai ramé 4 jours consécutifs, 24-24. J'ai 2 jours de battement relativement en repos, et j'ai remis ça pendant 3 jours. 3 jours à 24-24 à ramer. Et là, on est dans un zombie, mais il faut avancer, on a envie de rentrer. Il est temps que l'histoire s'arrête, en tout cas, il est temps d'arriver sur les côtes de Martinique, et j'ai ramé combien d'années, de manière à avancer. Voilà. Mais le timing est assez monotone. On reste tout le temps sur cette léthargie horaire. Et il y a des jours où j'allais me coucher tel que je ne me changeais pas, parce qu'il faisait froid, j'avais froid et je me couchais. Et donc on est dans un inconfort permanent et on est quelquefois mieux dehors sur le poste de rame à s'occuper qu'à cogiter au fin fond de sa banette qui est relativement inconfortable parce qu'on est ballotté dans tous les sens. On est tapé, les épaules tapent, les coudes, les genoux, on est complètement ballotté. Voilà. Alors que quand on est aux avirons, au moins on gère le bateau, on le tient et on avance. Ces conditions mettent à l'épreuve le mental. Attention à ne pas s'apitoyer sur son sort. Après tout, l'événement a été consciemment choisi. Pleurer, pester, s'impatienter, non. C'est le moment de se battre et de contrôler ses émotions. À terre, le routeur et l'épouse en font les frais, prenant de plein fouet les plaintes, l'humeur maussade. Mais ils savent bien comment réparer le marin.
Il reste 40 km pour rejoindre la Martinique. J'ai donc ramé ces jours-ci comme un fou dans l'espoir d'abréger la traversée. Au petit matin, après ce marathon de rame épuisant, je ne comprends pas que le compas indique la direction du sud, et le GPS démontre que le bateau file vers le nord, alors que je suis dans la bonne direction. Que se passe-t-il? Suis-je fou? Je téléphone à Christelle qui me répond. Que puis-je faire? C'est toi le grand spécialiste du GPS. Quel imbécile je suis. C'est pourtant simple. Si le bateau est orienté vers le sud et qu'il remonte vers le nord, c'est qu'il dérape en crabe. Un courant de 3 nœuds vers le nord empêche de filer vers l'ouest pour rejoindre le waypoint de l'île Cabrit, point d'entrée sud de la Martinique. Impossible, pour un bateau de plus d'1 tonne de contrer le courant qui vous entraîne vers l'île La Dominique. La seule solution qui reste, c'est d'être récupéré. La vitesse des courants l'éloignant de la Martinique nécessite un appel au cross des Antilles pour intercepter le bateau au passage. Cross des Antilles de Rien que du bonheur? Cross des Antilles, je vous reçois 5 sur 5. Quel est l'objet de votre appel? Je suis un bateau à rame et je ne suis plus manœuvrable. Je demande assistance au remorquage. Ok, bien reçu. Terminé. Heureux et soulagé d'être pris en charge, il peut manger, boire sans retenue. La nuit tombe. Il reçoit un message radio. « Hé Jean-Marc, c'est Gilbert. Je suis à 5 milles de toi à bord de mon voilier. J'avais prévu de t'accompagner pendant les derniers milles. » Incroyable. Un ami traverse l'Atlantique sur son voilier pour l'accompagner lors de son arrivée. La mer est trop mauvaise pour naviguer très proche de lui, mais au gré des vagues, il aperçoit de temps à autre les feux de son voilier. Ah, la joie! 3 heures du matin, le remorqueur de haute mer me prend en charge. Que du bonheur sera à quai 4 heures plus tard. Christelle et Pauline l'accueillent dans un concert d'étreinte. Je parle. Je suis fou de joie. Et j'ai le mal de terre. Arrivé au logement, je m'écroule sur une chaise et m'affale devant une tranche de jambon. La revue de presse de France Inter. Bonjour Jean-Philippe Ballas. Bonjour à tous. Alors ce matin, vous avez décidé de nous mener en bateau. Oui, 4700 km à la rame. Oui, en solitaire, dans un frêle esquif et sans escale. C'est Sud-Ouest qui vous raconte l'odyssée de Jean-Marc Dupont. Aventurier résilient, un grave accident lui avait laissé le corps en miettes. Il a dompté l'océan, arrivé sain et sauf en Martinique après 87 jours d'enfer et de tempête. Les nuits de déferlante, il m'est arrivé de me retrouver en position fétale en train de prier, dit-il. Oui, parce que dans ces moments-là, rien d'autre à faire que d'appeler les dieux du coin à la rescousse. Jean-Marc Dupont vous décrit le bateau qui craque, le bateau qui souffre. La fois aussi où il est tombé à l'eau. J'étais pas attaché, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis rentré terrorisé dans l'habitacle et j'ai pleuré. Ça fait du bien de pleurer. Mais pas question d'abandonner. Même s'il fallait parfois ramer 24 heures sur 24, même s'il a perdu 20 kilos dans la traversée, Jean-Marc Dupont a voulu donner de l'espoir aux blessés de guerre de l'association Rien que du bonheur qui lui a prêté le bateau et aux blessés de la vie en général. Ce fut, dit-il, un vrai voyage sidéral.
Thank you.